Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci encore pour votre fidélité. Si vous avez déjà lu un contrat d'édition, je parie que vous avez dû relire plusieurs paragraphes sans rien y comprendre grand-chose. Quand on démarre une carrière d'auteur, on peut très souvent se faire arnaquer parce qu'on ne comprend pas le contenu de son contrat. On le signe très vite car trop content d'avoir trouvé une maison d'édition. Il faut pourtant se poser les bonnes questions avant de le signer. Qu'est-ce qui doit être stipulé dans le contrat d'édition? Quel droit d'auteur cédez-vous dans un contrat d'édition? Quand est-ce que quelqu'un a le droit d'utiliser vos créations sans votre permission? Quels sont les héritiers de vos droits d'auteur? Dans quelles conditions peut-on récupérer ces droits d'auteur chez un éditeur? Comment s'applique le droit d'auteur dans l'auto-édition? Ou bien si vous avez un agent littéraire, etc., etc. La liste est longue. Maître Yvon Laurier-Gombe est avocat et docteur en droit, spécialiste de la propriété intellectuelle. Il est aussi formateur en droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit des marques, dessin et modèle. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui sur les bases du droit d'auteur dans le domaine du livre. J'espère que cet échange répondra à quelques questions que vous vous posez sur le droit d'auteur. Bonne écoute. Bonjour Yvon Laurier-Gombe. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, nous allons parler des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Mais avant de commencer, je souhaiterais que vous nous parliez un peu de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours professionnel? Oui, alors bonjour Assel et merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me passionne beaucoup. Alors moi je suis Yvon Laurier-Gombe, je suis né au Congo-Brazzaville et j'habite en France depuis 2000, juriste de formation, je suis titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, métier que j'exerce en parallèle avec une activité de formation et d'enseignement. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Comme présentation. Très bien. Actuellement, vous avez un cabinet à Paris, c'est bien ça? C'est bien ça. J'ai un cabinet en région parisienne. Nous avons pour activité, pour domaine principal d'activité, la propriété intellectuelle, oui, à l'exclusion de tout ce qui concerne les brevets. J'ai l'occasion d'expliquer la différence entre le brevet et le reste de la propriété intellectuelle. Très bien. Alors, on va parler, comme je disais, du droit d'auteur et c'est pour ça que je vous ai invité dans cet épisode puisque vous êtes un spécialiste du droit d'auteur et un spécialiste africain, ce qui me fait particulièrement plaisir parce que je dois avouer que quand j'ai cherché quelqu'un qui pouvait intervenir avec cette expertise dans le podcast, c'était assez compliqué pour moi. Il y en a sûrement, mais on les trouve très difficilement quand on n'a qu'Internet pour les chercher. Alors déjà, je voudrais poser la première question. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment est-ce qu'on peut définir le droit d'auteur de manière très simple? Alors, pour donner une définition qui soit à la fois simple et plus ou moins complète, je dirais que c'est un ensemble de règles destinées à protéger les droits des auteurs de création originale, ainsi que l'on considère comme des auxiliaires de la création, en leur attribuant
des droits de propriété intellectuelle. D'accord. En gros, c'est un ensemble de règles qui fait d'un auteur le propriétaire de sa création. OK. Et là, ça concerne toute forme de création. Il n'y a pas un domaine particulier où s'applique le droit d'auteur, ou c'est quelle que soit la création, le droit d'auteur s'applique. Oui, le droit d'auteur s'applique, et d'ailleurs, c'est l'une des règles fondamentales en matière de droit d'auteur, c'est qu'il doit protéger toute forme de création. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre la propriété intellectuelle et le droit d'auteur? Alors, en réalité, la propriété intellectuelle englobe le droit d'auteur. D'accord. En droit d'auteur, on va dire qu'il y a, si on veut être très précis, on parlerait non pas de la propriété intellectuelle, mais des propriétés intellectuelles. Donc, pour faire simple, à l'intérieur de la propriété intellectuelle, on a le droit d'auteur qui protège tout ce qui est création artistique, sachant qu'en entendant le mot art de manière... Et à côté du droit d'auteur, il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle, c'est-à-dire la marque, pour désigner un produit ou un service. Le brevet, c'est tout ce qui est technique, et donc ce n'est pas du droit d'auteur, mais c'est bien de la propriété intellectuelle. Et puis il y a ce qu'on appelle les dessins et modèles. Vous voyez, par exemple, là, vous arborez une jolie tunique avec des motifs, ben, c'est de la propriété intellectuelle. C'est du droit d'auteur parce que ce sont des dessins, mais c'est également une autre forme de protection qu'on appelle les dessins et modèles. Et ça peut être une marque s'il y a un nom qui désigne votre habit. D'accord. Et il y a aussi ce qu'on appelle les droits connexes ou les droits voisins. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que droit connexe et droit voisin, c'est la même chose? Parce que quand je fais mes recherches, je me rends compte que parfois je tombe sur des définitions à peu près semblables. Donc, ce serait intéressant de savoir si c'est la même chose ou alors il y a une différence, si oui ou. Droit connexe, c'est l'expression qui est préférée par les anglo-saxons. D'accord. Alors que les francophones préfèrent parler de droit voisin. Et en fait, pourquoi on dit connexe ou voisin? C'est parce que ce sont des droits qui ne sont pas reconnus à des auteurs, c'est-à-dire à des créateurs, mais ils sont reconnus à ce qu'on appelle les auxiliaires de la création. Par exemple, en matière de musique, celui qui interprète une chanson a un droit voisin sur cette interprétation. D'accord. Alors que celui qui a le droit d'auteur, c'est celui qui a composé la chanson. Ah, d'accord. Et celui qui produit la chanson, il a quel droit? Toujours les droits connexes. Tout à fait, il a aussi un droit connexe. D'accord, ok. Ça commence à être un peu plus clair. Et dans le domaine du livre plus particulièrement, comment s'applique le droit d'auteur et où se trouvent les droits connexes? Alors, dans le domaine du livre, c'est assez particulier. Le partenaire de l'auteur d'un livre, l'auteur d'une création écrite, son partenaire principal, c'est l'éditeur. Oui. Et en général, dans la majorité des lois, l'éditeur n'a pas de droit connexe. Il se fait céder les droits d'auteur par l'auteur du livre. Et pour les spécialistes, il devrait avoir un droit connexe comme un producteur, puisqu'il investit. Concernant le livre, l'auxiliaire de la création qui pourrait revendiquer des droits connexes, c'est l'éditeur. Mais il y a très peu de pays dans lesquels on lui reconnaît ce droit, parce qu'on considère qu'il se fait déjà céder les droits d'auteur. Oui. En Afrique, il y a un exemple. La loi sénégalaise prévoit que l'éditeur a des droits connexes, qui ne sont pas des droits d'auteur, mais que ce sont des droits qu'il va revendiquer parce qu'il a contribué financièrement à travailler sur le livre. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas précisément, ça veut dire que si moi, en tant qu'auteur, par exemple, j'écris, j'ai un manuscrit, si je fais corriger ce manuscrit par quelqu'un, ou si je le fais travailler d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, est-ce que dans ce cas précis, dans le cas du Sénégal, s'appliquent des droits connexes? Parce que ce sera en quelque sorte un travail d'éditeur. Comment on gère ça?
Ah oui, celui qu'on considère, alors juridiquement, l'éditeur, c'est vraiment celui qui aura investi pour, pour l'impression du livre, enfin l'impression ou sa diffusion même numérique. En revanche, si quelqu'un corrige votre livre, s'il ne fait aucun apport artistique, ben, il n'a aucun droit là-dessus. Et s'il fait un apport artistique, il devient co-auteur. D'accord, OK. La différence est assez claire. Alors, quand on cède ses droits à un éditeur, ses droits d'auteur, qu'est-ce qu'on lui cède exactement? Quels sont les droits qu'on lui confère? Et est-ce qu'il y en a plusieurs ou alors on lui donne tout et il fait de ça ce qu'il veut? Voilà. Alors la règle, elle est très simple. En tout cas, pour l'ensemble des pays africains, francophones, elle est la même en France et en Allemagne. L'auteur ne cède que ce qui a été expressément indiqué sur le contrat. Ça, c'est la première chose que je peux dire. La deuxième chose, c'est que si sur un contrat, il est écrit « je cède tout », cette cession n'est pas valable. Parce que la loi dit qu'il faut que tout soit clairement indiqué. Il y a, parmi les derniers exemples, il y a une décision du tribunal judiciaire de Lille, par exemple, qui a invalidé un contrat puisque l'éditeur a décidé de faire de la diffusion numérique d'une création, alors que dans le contrat, cela n'était pas indiqué. Donc, première chose, si je reprends, on ne peut pas dire je cède tout, on doit dire précisément ce que l'on cède, D'accord. et ce qui n'aura pas été cédé reste à l'auteur. D'accord. Donc, si j'ai un vieux contrat d'auteur, par exemple, je le reprends aujourd'hui et je remarque que dans le contrat d'auteur, il n'est pas précisé que je cède mes droits d'auteur sur le format numérique, mes droits d'auteur sur le format audio, alors, devant la loi, je n'ai pas cédé ces droits-là. C'est bien ça? C'est bien cela. Très bien. Alors, est-ce que, en ce qui concerne l'Afrique, il y a une différence fondamentale entre la loi sur les droits d'auteur par rapport à l'Europe ou par rapport aux États-Unis, parce que dans le domaine du livre, on a beaucoup d'auteurs qui sont édités hors de l'Afrique. Oui. Et quel est le droit qui s'applique à eux? Et est-ce qu'il y a des différences entre ces différentes zones géographiques? Alors, pour un juriste, c'est plusieurs questions en même temps. OK, d'accord. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. OK. Alors, je commence par le fait de conclure un contrat avec un éditeur qui ne se trouve pas dans le même pays que moi. Il y a une première règle, et qui est une règle qui s'applique quel que soit le contrat. C'est que les parties ont le droit de choisir. Vous allez conclure un contrat avec un éditeur canadien, il peut vous dire ce contrat sera soumis à la loi canadienne. OK. C'est la première règle. Et en général, vous n'allez pas trouver un éditeur qui oubliera de l'indiquer. Bon. Si vous ne le faites pas, là, on va entrer dans quelque chose qui est un peu complexe. C'est qu'il va falloir regarder ce que dit la loi. Parce que parfois, la loi prévoit ce qu'on appelle des règles supplétives, c'est-à-dire les règles qui vont s'appliquer si vous oubliez d'indiquer dans votre contrat. Et ça varie selon les pays. Donc, pour ne pas perdre nos auditeurs et spectateurs, oui. Je pense que là, j'ai déjà dit l'essentiel. D'accord. Sur cet aspect-là. Ensuite, selon la loi qui sera appliquée, l'auteur sera plus ou moins bien protégé. Ceci étant dit, il y a quelque chose de très intéressant pour les auteurs, c'est qu'il existe des conventions internationales qui fixent des minima. Donc, il y a un minimum qui est garanti à l'auteur par des conventions internationales. D'accord. Est-ce qu'il y a des conventions internationales qu'il serait intéressant de connaître? Comme ça, les auditeurs iront faire leurs recherches, mais est-ce que spontanément, vous avez... Oui, spontanément, la plus importante, c'est la Convention de Berne. Alors, comme on est dans le domaine du livre, oui. la Convention de Berne, oui, c'est
la convention la plus importante. D'accord. Et pour revenir en Afrique, est-ce qu'il y a une différence entre la zone francophone et la zone anglophone dans ce domaine-là? Et il y a quelques différences. Ce sont des différences qui s'expliquent par un héritage. D'un côté, on a des États qui ont hérité de la loi française, et puis de l'autre, on a des États qui ont hérité de la loi anglaise. Principale différence, mais forcément, ça ne va pas concerner le livre, hein, du coup, vous allez comprendre pourquoi. La principale différence, c'est que dans les pays anglo-saxons, on protège des créations qui sont fixées sur un support. Alors qu'en droit français, ce n'est pas une condition. Si aujourd'hui, vous déclamez un poème pendant cette émission, même si l'émission n'était pas enregistrée, il suffit que vous ayez des témoins qui pourront attester du fait que vous êtes l'auteur, vous êtes protégé. Dans le système anglo-saxon, pour être protégé, il faut enregistrer ou filmer. Il faut une preuve. Voilà, il faut une preuve, mais on va dire tangible. Parce qu'un témoignage, c'est une preuve, mais dans le système anglo-saxon, c'est différent. Ça, c'est une première différence. Ensuite, on a une deuxième différence qui tend à s'harmoniser, c'est que dans le système français, hérité dans les États francophones, la création est une émanation de l'auteur et qu'il faut lui accorder une protection particulière indépendamment de l'aspect financier. Par exemple, on ne peut pas déformer votre création sans vous demander d'autorisation. On ne peut pas utiliser votre création sans préciser que vous êtes l'auteur. Voilà. C'est ce qu'on appelle un droit moral. Ça fait partie des particularités, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, ces différences s'estompent au fil des années. Il y a un rapprochement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exceptions par rapport au droit d'auteur, comme dans toute législation, hein? Oui. Alors, il y a des exceptions. Peut-être pour les auditeurs et spectateurs, il faut préciser qu'on parle d'exception lorsque on se trouve dans une situation qui nous permet d'utiliser une création sans demander d'autorisation. Tout à fait. Vous avez une première exception qui s'explique par le caractère privé de l'utilisation. Les reprographies destinées à un usage privé, ce qu'on appelle les représentations pour un usage privé. On peut y ajouter les traductions pour un usage privé. Ça, ce sont des exceptions. Je vais faire des photocopies, je n'ai pas à demander l'autorisation de l'auteur. Et puis, à côté, on a des utilisations qui seront publiques, mais qui vont faire partie des exceptions. Vous avez la citation, ce qu'on appelle l'exception de citation. J'ai le droit de citer l'extrait d'un livre sans demander d'autorisation, à condition, et c'est là que parfois il peut y avoir contentieux, à condition que mon extrait soit court et que j'indique qui est l'auteur. Alors, comment on définit la longueur de l'extrait? Parce que c'est... je vais vous dire que c'est quelque chose de très compliqué. Alors, on prend, voici les critères qui vont être pris. On regarde la longueur de l'œuvre citante et on compare aux extraits. Je ne peux pas vous donner, il n'y a pas un pourcentage précis. C'est en gros, si vous voulez, c'est le juge qui va se faire son opinion. Et d'ailleurs, quelquefois, le juge fait appel à des experts quand il considère que ça devient trop technique. Mais je peux, en guise de provocation, dire, mais je ne sais pas, comment dire, c'est une question pour provoquer, mais simplement pour montrer les limites de la loi. On peut prendre un poème, vous êtes on va dire, dans les arts écrits. Oui. On peut prendre un poème qui fait 4 vers. D'accord. Si je cite 2 vers sur les 4, c'est la moitié. Est-ce que je n'ai pas presque tout cité? C'est ça. Vous voyez, donc voilà, il y a un peu cette difficulté. Oui. Voilà. Mais je pense que peut-être que le bon sens aussi doit être utilisé pour régler les conflits, au cas où l'auteur se plaindrait.
Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous dis ça sous forme de provocation, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de réponse définitive. Voilà, il y a des critères, le juge va se baser dessus. Est-ce que j'ai D'accord. trop pris dans l'œuvre que je cite? Est-ce que finalement, ma propre création qui fait 100 pages et qui contient 70 de l'œuvre citée, ben, finalement, il y a de l'abus dans la citation. Voilà. Le principe de la citation, c'est ça doit être court, je dois être loyal parce que j'indique bien que c'est un emprunt. Et puis, il faut que ce soit une finalité critique ou pédagogique. Pas, Oui, il y a d'autres. pas commercial dans le sens où vous ne vendez pas cet extrait. Parce Ah, que, alors, je peux. oui, Ce n'est pas antinomique. Moi, je peux faire un livre qui est un livre, par exemple, je ne sais pas, sur la présentation de la condition de la femme dans la littérature africaine. oui. Donc, il y a une idée pédagogique, il y a une idée critique. Je Mhm, fais des analyses. Mais mon livre, je vais le vendre, je vais gagner de l'argent. tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas antinomique. Mais si je cite, ce n'est pas juste pour avoir de l'argent. Moi, en gros, si vous voulez, ma citation, elle est justifiée par une démarche. OK, très bien. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le bon sens, justement. C'est là que le juge va faire preuve de bon sens en comprenant qu'il ne s'agissait pas simplement de m'enrichir à vos dépens. Alors, il y en a plusieurs, les citations. Il y en a une autre qui me semble intéressante à citer, c'est la parodie. OK, Je peux reprendre votre trait, mais dans une finalité parodique. Et dans ce cas, je n'ai pas à vous demander d'autorisation. ah oui, même si au final, cette parodie-là, M'enrichir. elle diffame un peu, entre Ah, non. guillemets. Alors je vais vous dire quelque chose qui est bien écrit dans la loi. Oui, C'est que la parodie, elle n'est valable que si elle reste dans les limites du genre. Et ce qu'on entend par limite du genre, c'est je vais faire de l'humour avec une limite qui est ne pas porter atteinte à votre honneur, ne pas vous blesser. d'accord. Donc, ce que vous dites est très pertinent parce que justement, ça peut générer du contentieux. Je fais ma parodie, mais si je vais trop loin, je peux très bien être poursuivi pour diffamation. Tout à Ah, fait. d'accord, très bien. Et les droits d'auteur, ils sont valables combien de temps? Et quels en sont les héritiers? Au cas où Alors, le propriétaire n'est plus vivant, disponible, ou si la d'accord. maison d'édition Alors, tombe en faillite. bien. Bien. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais je vais essayer d'être, je vais essayer d'être synthétique. D'accord. Pour la durée, en réalité, on a un principe et puis on a des cas particuliers. Je m'arrête au principe et si Oui, vous me posez une question sur un cas particulier, je préciserai. Le principe, il est très simple. Et aujourd'hui, c'est valable dans pratiquement tous les pays. On a, première règle, ça couvre d'abord toute la durée de la vie de l'auteur. mhm, Deuxième règle, après la mort de l'auteur, il y a une durée limitée, au bout de laquelle l'œuvre va tomber dans le domaine public. Et cette durée, elle varie suivant les pays. d'accord. Dans les États africains, en tout cas ceux qui font partie de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce minimum a été fixé à 70 ans. C'est la même chose qu'en France. Mais vous avez un pays comme la Guinée, Conakry, où cette durée est de 80 ans. Donc, voici comment on calcule, c'est très simple. Après la mort de l'auteur, on attend le 1er janvier suivant et on compte, selon les pays, 50 ans, 70 ans, 80 ans. D'accord. Voilà. Ça, c'est la règle générale. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'on Je a... comprends. Je Voilà. comprends, mais j'ai quand même une petite question qui pourrait, Oui. qui m'a posé beaucoup de soucis quand je faisais certains projets. Je cherchais justement des œuvres qui étaient tombées dans le domaine public en Afrique Oui. et il n'y avait pas de base de données. Alors, est-ce que vous savez s'il y a une base de données qui est régulièrement mise à jour
en ce qui concerne les auteurs africains? Non, malheureusement, je suis au regret de vous dire que non. Ça fait partie de l'une des faiblesses du système de protection en Afrique. Mais il y a quelques États qui ont prévu désormais d'enregistrer les créations. Ça peut favoriser effectivement la recherche des créations qui sont dans le domaine public. Effectivement, si les œuvres ne sont pas enregistrées au départ, on ne peut pas savoir lesquelles. Oui, il n'y a pas de traçabilité en fait. C'est vrai. D'accord. Donc, il faut investiguer. Oui. Et en ce qui concerne les maisons d'édition, si l'auteur a cédé ses droits sur un livre à une maison d'édition et que la maison d'édition tombe en faillite, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut les récupérer, tout simplement? Alors, j'ai en tête quand même une partie de votre question à laquelle je vais répondre, de votre précédente question. Oui. Vous avez demandé qui étaient les héritiers. Pour savoir qui est héritier, tout à fait. Alors là, on repart au droit commun. On va regarder, selon les pays, le code civil ou le code de la famille, pour voir, à la mort de l'auteur, il faut consulter, selon les pays, le code de la famille ou le code civil, pour savoir qui est censé être l'héritier. En revanche, l'auteur, lui, il a une possibilité, comme en matière d'héritage, c'est de choisir ses héritiers tout en respectant le fait qu'il ne peut pas déshériter certaines personnes. Mais le plus intéressant pour un auteur, c'est de choisir qui va récupérer ce qu'on appelle le droit moral dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être garant justement de l'authenticité de sa création, qui va accepter jusqu'à quel point on peut déformer ce qu'il aura créé. Et vous parlez donc des maisons d'édition. La règle dans la majorité des États francophones, elle est la suivante. Si l'auteur, enfin l'éditeur, fait faillite, pour utiliser le langage commun, dans ce cas, la règle elle est simple. L'auteur a la possibilité de demander à récupérer ses droits. Et s'il y a une liquidation, donc la liquidation, ça veut dire que cette fois-ci, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. L'auteur, donc soit il y aura une société qui va récupérer des actifs, mais dans ce cas, l'auteur, lui, il a la possibilité de récupérer ses droits. En réalité, un éditeur qui fait faillite, pour l'auteur, c'est une occasion de récupérer ses droits. Mais ce n'est pas tout. L'auteur peut également récupérer ses droits si l'éditeur n'exploite pas la création. Vous avez un éditeur, mais en fait, finalement, il ne vend pas. On lui passe des commandes, il ne répond pas. Ça vous donne la possibilité de récupérer vos droits. C'est assez délicat quand même parce que l'exploitation est assez élastique dans le temps. Comment on met la limite? Ou alors, où on met la limite? Ça dépend des lois. Vous avez des lois qui vous disent que si l'éditeur a reçu des commandes auxquelles il n'a pas fait suite, passé un certain délai, donc la loi précise le nombre de commandes et le délai. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est fini. Vous avez le droit de rompre le contrat. D'accord. Est-ce que ça s'applique aussi au cas où l'éditeur, par exemple, ne fait pas de promotion du livre, comme stipulé dans le contrat? Si le contrat stipule qu'il va promouvoir le livre et qu'il ne le fait pas, effectivement, c'est un manquement à ses obligations contractuelles. D'accord. Alors, en réalité, je vous ai cité un exemple, mais dans les lois sur le droit d'auteur, vous avez plusieurs cas qui permettent à l'auteur de mettre fin au contrat. D'accord. Alors, quand je cède mes droits d'auteur à un éditeur, vous l'avez dit au début, si un droit n'est pas stipulé dans le contrat, ça veut dire que je ne l'ai pas cédé. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs différents droits, dont le droit d'auteur, en ce qui concerne les livres. Quels sont les principaux? Donc, est-ce que vous pouvez nous citer les principaux droits d'auteur qui s'appliquent dans ce domaine-là? Alors, en réalité,
Dans les pays francophones, on a plutôt le sens de la synthèse. D'accord. Quand on fait la synthèse, on dit d'abord qu'on a un premier droit qui est le droit de reproduction, c'est-à-dire c'est le droit de fixer la création sur un support. Mais dès qu'on va prendre ce droit, on va se rendre compte qu'on peut faire des déclinaisons. Fixer sur un support, le support, ça peut être une affiche. Si j'ai dit d'accord pour l'affiche, c'est l'affiche. Ce n'est pas un timbre, par exemple. Et vous voyez, les supports, donc, ils vont se décliner. Le support, il peut être numérique. Oui. Dans les supports numériques, je peux très bien dire que je vais avoir, par exemple, un livre audio sous format CD, mais sans accepter de le vendre sous format MP3. D'accord. Donc, voilà. On a une idée synthétique qui permet, en fait, finalement, à tout le monde de bien comprendre. C'est, est-ce que j'accepte que ce soit fixé sur un support? Lequel? Et là, on voit des déclinaisons. Ensuite, on a ce qu'on appelle le droit de représentation, qui est qu'on appelle aussi le droit de communication au public. Ça, c'est le droit de permettre à quiconque d'accéder à ma création sans avoir besoin de support. Par exemple, si vous lisez un livre en streaming, celui qui accède au contenu que vous êtes en train de lui livrer n'a pas besoin de support. Il vous écoute et il a accédé. Quand vous allez au théâtre, vous avez accès directement à la création sans avoir besoin de support. Alors que si vous lisez du Chinua Achebe ou du Ferdinand Oyono, vous avez un support entre les mains. Donc, dans le premier cas, c'est ce qu'on appelle le droit de reproduction, et dans le second que je viens de citer, c'est le droit de communication au public. À côté de cela, on va dire qu'il y a des droits qui sont apparus avec l'évolution de la technique. Le droit de prêt, je décide si je vais prêter ou pas. Le droit de location, je peux louer mon bien. Là, c'est le droit que les bibliothèques utilisent, je suppose. Tout à fait, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, le système, il est fait de telle sorte qu'il y ait une compensation parce que le livre est prêté et que finalement, plusieurs personnes y ont accès. Et quand je parle de droit de représentation, et en disant que le public y accède directement, ça veut dire que si je prends un livre pour le lire intégralement au public, je suis dans la représentation. Donc, je suis censé avoir l'autorisation de l'auteur. Ah, d'accord. Mais par contre, si je lis un extrait, je n'ai pas besoin de ton autorisation. Non. OK. Voilà, exactement. Très bien. Et est-ce qu'on peut négocier ces droits-là selon les pays? Donc, c'est-à-dire que j'ai mon éditeur qui est au Cameroun ou au Congo. Je négocie avec lui les droits de reproduction audio uniquement. Je prends un autre éditeur en Côte d'Ivoire. Avec lui, je fais des droits d'impression, donc pour le format papier, et ainsi de suite. Ou alors, il y a un réalisateur de cinéma qui veut faire un film inspiré de mon livre, je lui cède les droits je ne sais pas comment on les appelle, ces droits-là. D'adaptation. Voilà, d'adaptation. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Alors, je réponds juridiquement et après, je dis un mot de la pratique. D'accord. Votre question, elle renvoie à quelque chose de très important et qui doit figurer également dans un contrat d'édition. C'est la territorialité. Quand je cède, je précise quels sont les droits que je vais céder, mais je précise aussi pour quel territoire. Très bien. Et quand je dis tout à l'heure que la loi prévoit ce qu'on appelle des règles supplétives, donc pour pallier l'oubli ou les défaillances des rédacteurs du contrat, si vous ne précisez pas le pays, ça sera le pays dans lequel vous avez signé. Vous signez un contrat, vous êtes en Côte d'Ivoire, on suppose que c'est limité à la Côte d'Ivoire puisque vous n'avez rien dit. Donc, il faut préciser les pays. Et du coup, ça vous donne effectivement le droit de choisir, suivant les pays, l'étendue, la portée de la cession.
Et quand je vous ai parlé de la pratique, c'était pour le contrat d'adaptation. Un bon éditeur insère toujours une annexe pour avoir, pas forcément la cession du droit d'adaptation, mais au moins ce qu'on appelle une préférence. Il va conclure un pacte de préférence pour se faire céder les droits d'adaptation. Sinon, le bon éditeur, il se fait également céder les droits d'adaptation, mais toujours sur un support à part. Et que contient ce pacte de préférence? Pacte de préférence, c'est un engagement de l'auteur qui dit que si demain, il m'arrive de conclure tel acte, s'il m'arrive d'avoir à conclure tel acte, je vais vous le proposer en priorité. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça le mot préférence. Pour ça, le mot préférence. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, beaucoup se lancent dans l'auto-édition, qui est en plein boom, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir un bon éditeur. Hein. C'est très, très difficile d'être signé chez une bonne maison, dans une bonne maison. Comment est-ce que ce droit s'applique pour les auteurs en auto-édition? Alors, juridiquement, de mon point de vue, c'est très simple. Si vous êtes en auto-édition, vous êtes éditeur. Vous êtes auteur et vous êtes éditeur. Donc, les plateformes que vous allez contacter sont des diffuseurs. Oui. Et pas des éditeurs. Donc, vous restez propriétaire finalement de l'intégralité des droits. En tant qu'éditeur et auteur, vous avez l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le livre que vous aurez auto-édité. Simplement, vous vous adressez à une plateforme qui est un diffuseur qui va, pour le service qu'il rendra, entre guillemets, puisque c'est un service rémunéré en réalité, qui va donc percevoir sa commission. Je sais, pour l'avoir vu dans la pratique, je sais que souvent, les conditions, elles sont plutôt à l'avantage du diffuseur qui profite finalement d'un contexte, d'une conjoncture particulière qui rend donc les auteurs plutôt demandeurs et enclins à accepter pratiquement n'importe quelle condition. Mais juridiquement, il n'y a pas de cession des droits d'auteur. C'est une commission qui est perçue, même si, en soi, elle est plutôt exorbitante. Mais en ce qui concerne les distributeurs, par exemple, en auto-édition, ou même dans l'édition classique, hein, on a la possibilité de distribuer son livre sur les grosses plateformes connues, hein, Amazon et consorts, en impression à la demande. Alors, l'auto-éditeur doit donc, si j'ai bien compris comment fonctionne le droit de reproduction, il doit bien céder un droit de reproduction au distributeur pour que le distributeur puisse imprimer son livre au cas où il y a une commande. Il s'agit de deux choses différentes. Oui. Alors, vous pouvez avoir des plateformes qui veulent des cessions de droits, mais c'est rare. En réalité, vous ne cédez pas le droit. Vous autorisez, c'est vrai, à imprimer, mais sans forcément céder le droit. Vous autorisez simplement à imprimer dans le cadre de votre contrat, mais vous ne cédez pas les droits dessus. J'en profite quand même pour dire une chose c'est assez technique, mais c'est intéressant à savoir. Oui. C'est que votre propriété, elle est purement intellectuelle, elle est immatérielle. Donc, tant que vous n'avez pas clairement dit je décide de ne plus être propriétaire, vous le demeurez toujours. Et en tant qu'auto-éditeur, non, vous ne cédez pas. D'accord. En fait, on paye une prestation de service, un peu comme si j'allais avec mon fichier chez l'imprimeur et je lui donnais le fichier pour qu'il fasse l'impression. Parfaitement. C'est exactement cela. Si vous êtes auto-imprimeur, auto-éditeur, il faut justement veiller à cela, à ne pas accepter de céder des droits alors que c'est vous finalement qui dépensez. Tout à fait. En ce qui concerne les auteurs qui travaillent avec les agents littéraires, donc il est l'intermédiaire entre l'auteur et la maison d'édition. Comment ça se passe dans ce cas-là?
En fait, là, juridiquement, c'est ce qu'on appelle un contrat de mandat. C'est simplement quelqu'un qui agit au nom et pour le compte de Donc, l'autre. l'auteur et l'agent littéraire signent un En contrat réalité, de mandat. voilà. En fait, l'agent littéraire signe un contrat de mandat avec l'auteur Mhm. et donc, dans le cadre de ce mandat, il peut représenter l'auteur, négocier pour lui. Et lui, ce qu'il va percevoir, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur, c'est simplement sa commission de mandataire. OK, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de protéger ces créations? Et Mhm. évidemment, je pose aussi la question en particulier dans le domaine du livre. Si oui, comment on le fait, où on le fait, comment ça se passe? Alors, euh, dans les États francophones, Mhm. je dis ça pour simplifier, la règle, elle est très simple. Vous êtes protégé, que vous ayez effectué un dépôt ou pas. Enfin, je dis dans les États francophones, mais en fait, même pas. C'est une règle internationale. C'est qu'en droit d'auteur, la protection ne dépend pas d'un dépôt. D'accord. Et tout à l'heure, je parlais du brevet. Le brevet, c'est quelque chose de technique. Vous avez inventé quelque chose. Si vous voulez être protégé, il faut effectuer un dépôt. Sans dépôt, pas de protection. En droit d'auteur, je n'ai pas besoin. J'ai simplement besoin, vous en parliez il y a quelques minutes, j'ai besoin simplement de bien prouver Mhm. que c'est ma création. Et je ne suis pas obligé de faire un dépôt. Non, il est vivement conseillé de faire ce dépôt. Euh, En Afrique, j'ai envie de dire que c'est plus simple en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous avez souvent une seule société de gestion collective. Vous y adhérez, et chaque fois que vous allez écrire un livre, vous allez vous déposer un exemplaire. Ça permet d'avoir une traçabilité et de savoir que vous étiez finalement le premier à avoir écrit précisément de cette manière. Mhm. Maintenant, dans un pays comme la France, ce qu'on conseille, c'est de déposer son manuscrit à la Société des gens de lettres. D'accord. Maintenant, je vais aller dans le domaine du numérique plus précisément. Mhm. Alors, aujourd'hui, nous tous, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet, on a des blogs, on a des sites Internet. Il est intéressant de savoir comment s'applique le droit d'auteur dans ce domaine-là, parce que parfois, je vois un peu tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que si j'écris un texte, par exemple sur Facebook, un poème, hein, inédit, et je le mets sur ma page Facebook, est-ce qu'il est déjà protégé par le droit d'auteur avec tout ce que ça engendre comme conséquence, c'est-à-dire si quelqu'un veut le reproduire, veut l'utiliser, ainsi de suite, il a besoin de mon autorisation quand c'est nécessaire. Oui. Vous écrivez un poème sur votre page Facebook. Vous êtes, si le poème est original, parce que c'est la condition pour la protection par le droit d'auteur, vous bénéficiez automatiquement de la protection par le droit d'auteur. Ce qui compte pour vous, c'est de garder l'historique de votre page Facebook. Et effectivement, en principe, personne d'autre n'a le droit de réutiliser votre poème sans votre autorisation. D'accord. Je vois très souvent des sites Internet qui font des articles avec des textes qu'ils ont pris sur les murs des gens, Facebook ou alors sur des profils Instagram. Donc, ça peut venir de n'importe quel réseau social. Est-ce que c'est légal? Non. Très bien. On n'a pas besoin de plus de détails que ça. Même, quand même, je vais quand même poser une petite question. Même si on cite... Alors, non, il y a quand même besoin de plus de détails parce que ça dépend de quelle manière ils le rendent public. Alors là, je suis sur le droit européen. Pourquoi? Parce que la question s'est posée en droit européen, donc c'est facile de répondre avec certitude. D'accord. Vous publiez quelque chose sur votre page Facebook. Oui. C'est public, sur votre site. Et moi, en réalité, sur mon site, je n'ai pas copié ce que vous avez fait pour le présenter comme une création, mais j'ai simplement édité ou généré un lien hypertexte. Et quand on clique,
on tombe sur votre page Facebook. Là, c'est légal. Oui. Quand j'ai dit que c'était illégal, c'est si je copie ce que vous avez fait et que je le présente comme étant mien. Mais si vos publications, elles sont publiques et que je ne fais que, comment dire ça, oui, générer un lien sur ma page, mais qui finalement renvoie vers l'original, à ce moment, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vous-même, en tant qu'auteur, qui avez décidé de rendre public votre création. Si en revanche, vous faites une création, mais en décidant de diffuser uniquement à un cercle restreint de personnes, là, je n'aurai pas le droit de le rendre public. Mais si vous avez laissé ouvert, je ne fais rien. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, si on a partagé un texte dans un cercle bien choisi, aucune personne de ce cercle-là n'a pas l'autorisation de mettre ce texte public. Oui, sans votre autorisation. Sans mon autorisation. Tout à fait. D'accord. Et si je mets un texte public, quelqu'un d'autre vient faire un copier-coller qu'il met comme article sur son site. S'il ne fait pas de référence, il n'a pas l'autorisation. Par contre, il peut faire une référence avec un lien hypertexte et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tout à fait. D'accord. Quels sont les 3 points importants que devrait vérifier quelqu'un qui est devant un contrat d'édition? Alors, je dirais, première chose, c'est vérifier quels sont les droits qui sont cédés. Être certain que vous n'en cédez pas trop. Et quel va être votre étalon pour savoir si vous en cédez trop? C'est combien je gagne. Combien je gagne? Est-ce que je n'en cède pas trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop de droits que je cède? Puisque je vous ai dit, ce que vous gardez, c'est ce qui n'est pas inscrit. Et souvent, un bon éditeur, il va vous faire une liste interminable pour couvrir toutes les possibilités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vérifie la durée de la cession. Est-ce que je cède pour toute la durée des droits? En gros, il faut éviter ce type de cession. Il faut s'arranger pour limiter dans le temps, même si c'est 15 ans, même si c'est 20 ans. Mais ça, c'est la deuxième chose que j'essaie de regarder. Troisième chose, vérifier la territorialité. Et là, c'est pareil. Je vais toujours avoir pour référence ce que je perçois en contrepartie. Ça fait partie de 3 points qu'il faut toujours observer. D'accord. Une petite question par rapport à ces 3 points. Un jeune auteur ne sait pas nécessairement comment les choses fonctionnent dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas de référence pour savoir si ce qu'on va lui verser comme à compte ou autre pourcentage, si c'est suffisant ou pas. Et comment il fait pour savoir s'il est bien payé ou pas? Oui. C'est là que les sociétés de gestion collective, les syndicats professionnels sont importants. Alors, il faut se rapprocher du Centre national du livre, du syndicat du livre, de la Société des gens de lettres. Il est vivement conseillé justement de faire partie de ce type de société. Après, en France, il y a une association très intéressante qui est l'association IRMA, IRMA, qui donne beaucoup de conseils dans ce domaine et qui peut très bien... Là, je parle de la France parce que c'est assez organisé, qui peut très bien dire à un auteur si les propositions qui lui sont faites semblent raisonnables ou loyales. D'accord. Après, pour les pays d'Afrique, c'est un peu différent. Là, il faut plus se rapprocher des professionnels. Des professionnels, c'est-à-dire que des avocats, justement, c'est ce que j'allais dire, des avocats comme vous, voilà. Donc, alors, justement, vous faites des formations dans votre cabinet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, oui, je fais des formations pour des auteurs. Alors, en général, il faut qu'ils soient dans une association, et moi, je viens pour l'association. Je fais des formations en entreprise, et puis parfois, je fais des formations via des organismes, parfois internationaux. Et du coup,
les participants peuvent être des auteurs. Voilà. Mais en général, il faut que les auteurs soient dans une association et je peux animer la formation dans mon cabinet ou au sein d'une association ou parfois même dans des salles dédiées à cet effet. Vous faites aussi des formations en ligne? C'est en train d'être mis en place. Ça va commencer au mois de janvier. D'accord. Il y aura des formations en ligne assez régulièrement. D'accord. Et est-ce que vous faites aussi des formations pour les éditeurs ou pour ceux qui veulent, qui commencent dans le métier de l'édition? Est-ce que vous faites des formations aussi pour les agents littéraires? Parce que ce sont aussi des gens qui ont besoin de comprendre comment tout cela fonctionne en matière de droit. En fait, je fais des formations pour toutes les personnes dont le métier nécessite quelques connaissances, même basiques, en propriété intellectuelle. Et quand on a fait votre formation, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, les formations sont souvent des formations sur mesure. L'intéressé dit ce qu'il attend de la formation, et ensuite on lui fait une formation sur mesure. Voilà. Un agent littéraire, par exemple, il saura quels sont les éléments importants d'un contrat d'édition sur lesquels il va devoir faire attention pour négocier dans l'intérêt de ses auteurs. D'accord. Voilà. Et quand on préparait cet épisode, vous m'avez parlé d'un jeune projet sur lequel vous êtes en train de travailler et qui a même déjà démarré, qui est une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement? Oui, alors, je suis parti d'un constat que vous avez éprouvé vous-même lorsque vous avez décidé de réaliser cet épisode, puisque vous avez eu du mal à trouver des spécialistes. Alors, le constat, il est le suivant. Il avait déjà été fait à une certaine époque par des spécialistes étrangers, des spécialistes non africains. C'est que pendant longtemps, il y avait très peu d'Africains qui s'intéressaient à la propriété intellectuelle. Donc, il y a encore 15 ans, il y avait une dizaine de spécialistes. Mais désormais, il y en a bien plus. Simplement, malgré l'existence d'une masse critique, je dirais, il manque un maillage. Voilà. Il n'y a pas d'interconnexion entre les spécialistes. Ça, c'est le premier aspect de mon constat. Deuxième constat, je suis souvent allé animer des formations en Afrique et j'ai bien constaté que les principaux intéressés ne savaient même pas de quoi il s'agissait. J'ai rencontré beaucoup de musiciens qui n'avaient aucune idée du droit d'auteur, qui chantaient et puis c'était tout. Voilà. Donc, je suis parti de ce constat. Et donc, j'ai décidé de créer une association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. Comment elle s'appelle? Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. D'accord. Alors, il existe dans ce domaine ce qu'on appelle des sociétés savantes, où il n'y a que des experts. Moi, mon projet, il est différent. Mon projet, c'est plutôt pour l'ouvrir à des néophytes. Et donc, c'est une association qui regroupe des auteurs, des éditeurs, des journalistes culturels, des inventeurs, même des hommes d'affaires, et puis des juristes. Et les juristes seront là pour accompagner les adhérents. Voilà. Donc, on a tenu notre assemblée constitutive le lundi 28. 28 septembre. Voilà. 2020, donc, c'est assez récent. Et nous avons une antenne à Paris, une à Kinshasa et une à Brazzaville. Voilà. L'antenne de Kinshasa va d'ailleurs présenter l'association à un panel de producteurs culturels. À l'occasion d'une réunion qui se tient ce samedi à Kinshasa avec l'UNESCO et qui concerne l'inscription de la rumba comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est temps, hein? Oui. C'est une démarche qui a déjà commencé il y a 3 ans. D'accord. Il ne va pas plus tarder à aboutir. En tout cas, il y a une réunion ce samedi et l'association y prendra part. Voilà, ça va être sa première participation à un événement important.
sera l'occasion justement de promouvoir la propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, vous-même, vous recevrez très bientôt un bulletin d'adhésion. Ah, avec plaisir. Justement, j'allais poser la question de savoir qui peut y adhérer. Est-ce que ceux qui nous suivront quand on publiera l'épisode, est-ce qu'ils peuvent y adhérer du moment qu'ils sont créateurs? Tout à fait. Toute personne, ou même avocat, ou avocat, toute personne qui serait intéressée justement pour promouvoir ou pour apprendre. Hein. Et nous organiserons assez régulièrement des manifestations scientifiques ou culturelles en débattant justement autour de certains thèmes précis. Vous-même, par vos questions, vous m'avez suggéré sans le savoir un thème que c'est tant mieux. De toutes les façons, moi, j'espère que vous reviendrez très souvent dans le podcast parce qu'on apprend beaucoup. Ce sera avec plaisir. Très bien. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez dire où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez donner le nom du site de votre cabinet? Et s'il existe déjà aussi, le nom du site de l'association? Alors, donc moi, pour me suivre, je suis sur un seul réseau social. D'accord. C'est LinkedIn. J'aurais deviné. Hein. Oui, donc voilà, en saisissant mon nom, on peut suivre. Donc, pour les auditeurs, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Yvon, Y-V-O-N, Laurier, L-A-U-R-I-E-R, Ngombe, N-G-O-M-B-E, et vous allez le trouver. Très bien, merci. Alors, et mon site internet, c'est donc www.ngombejuris.com. Donc, Ngombe juriste. Ngombe juriste. Juriste, pardon. Voilà. Et oui, l'association donc, a un site qui sera actif à partir de lundi prochain. Donc, c'est www.apia-asso.org. D'accord. Je rappelle que je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode. Donc, pour ceux qui n'auront pas pu bien entendre et noter les noms et les adresses, vous pouvez aller dans les informations de description de l'épisode et vous allez trouver tous les liens. Donc, on est arrivé au terme de notre entretien. Déjà? Oui. Mais je pense que c'est le début d'une belle collaboration. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses que je croyais connaître, mais je ne connaissais pas les nuances, les petits détails, et j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez aimé partager ces connaissances avec nous. Et je vous dis merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Et revenez quand vous voulez. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.